Cette réunion du G7 à Paris n'était pas qu'une autre séance de photos diplomatiques. Elle a révélé comment un choc économique, un détroit fermé et une alliance divisée pouvaient atteindre directement les factures d'énergie, les prix des aliments et l'avenir de l'économie mondiale. Fun mot. Hier à Paris, 7 des ministres des Finances les plus puissants du monde se sont assis face à face et ont tenté de maintenir l'économie mondiale debout avec un langage assez prudent pour que personne n'ait à admettre à quel point elle est proche de se briser. La réunion des ministres des Finances du G7 vient de se terminer. Guerre en Iran, détroit d'Ormuz, tarifs douaniers américains, ralentissement de la croissance mondiale que le Fonds monétaire international qualifie d'ombre de la guerre. La France a parlé de discussions franches et parfois difficiles. C'est le langage diplomatique pour désigner quelque chose de beaucoup plus grave. Et les décisions prises dans cette salle à Paris au cours des dernières 48 heures vont façonner votre coût de la vie, votre facture d'énergie et la direction de l'économie mondiale pour le reste de l'année. Mais voici ce que personne ne dit assez clairement. Ce qu'il y a de plus extraordinaire dans la réunion du G7 à Paris, ce n'est pas ce qui a été décidé, c'est la raison même pour laquelle cette réunion a dû avoir lieu après plus d'un an à imposer des tarifs douaniers massifs à pratiquement tous les alliés du G7, des tarifs sur l'acier canadien, des tarifs sur les voitures européennes, des tarifs sur l'électronique japonaise, des tarifs qui, selon la Banque mondiale, coûteraient à l'économie mondiale des centaines de milliards de dollars en croissance perdue. Donald Trump a maintenant besoin de ces mêmes alliés pour l'aider à stabiliser une crise économique que ses propres politiques ont contribué à créer. C'est un rare tour de magie diplomatique où l'on allume d'abord l'incendie, puis où le communiqué de presse félicite ensuite le pompier d'être arrivé. Le pays qui a passé 14 mois à traiter ses partenaires les plus proches comme des adversaires économiques a envoyé Scott Bessent à Paris cette semaine pour demander de la coopération et les partenaires se sont présentés frustrés, divisés sur plusieurs dossiers clés portant le poids d'une année de punition économique, mais ils se sont présentés parce que c'est ce que font les alliances, même lorsqu'elles se fissurent, pour comprendre ce qui s'est réellement passé à Paris et pourquoi cela compte personnellement. Il faut comprendre le monde qui est entré dans cette salle de réunion. Il faut comprendre le poids que chaque personne autour de cette table portait avant que le premier mot soit prononcé. Revenons au 28 février 2026. Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes aériennes coordonnées contre l'Iran dans le cadre de l'opération Epic Fury. Les frappes ont visé des installations militaires, des sites d'enrichissement nucléaire et des dirigeants iraniens, dont le guide suprême Ali Khamenei, qui a été tué. L'Iran a répondu par des barrages de missiles visant des bases militaires américaines dans le Golfe, des villes israéliennes, les Émirats arabes unis, le Qatar et le Bahreïn, et le 4 mars, le corps des gardiens de la révolution islamique a fait ce que 40 ans de calcul géopolitique avaient empêché toute direction iranienne précédente de faire. Il a déclaré le détroit d'Ormuz fermé, non pas menacé, non pas partiellement restreint. Fermé, des mines dans l'eau, des attaques contre les navires tentant de transiter, et un message au monde indiquant que la voie maritime de 20 est un mille par laquelle passe chaque jour 20% de tout le pétrole transporté par mer. N'était plus ouverte aux affaires. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cela de plus grande perturbation de l'approvisionnement dans l'histoire du marché pétrolier mondial. Les prix du pétrole ont bondi. Les prix de l'essence aux États-Unis ont atteint 4 $ le gallon en quelques semaines et ont continué de grimper. Les coûts de l'énergie en Europe, déjà élevés après des années de volatilité postérieures à la guerre en Ukraine, ont de nouveau explosé. Les économies asiatiques qui dépendent du pétrole du Golfe pour la majorité de leur approvisionnement énergétique ont commencé le rationnement et les achats d'urgence. Les Philippines ont déclaré une urgence énergétique nationale. L'Inde a fait face à des pénuries de gaz de cuisson si graves que des millions de ménages et les marchés obligataires mondiaux, qui constituent le signal d'alerte précoce le plus sensible du système financier.
ont commencé à montrer le type de volatilité qui empêche les gouverneurs de banques centrales de dormir, la croissance mondiale, que le Fonds monétaire international avait déjà révisé à la baisse dans ses perspectives de l'économie mondiale d'avril 2026, était de nouveau amputée par un conflit dont personne ne voyait clairement la fin. C'est ce monde qui est entré au ministère français de l'économie et des finances le 18 mai, Cecque Roland Lescure, de la France, Scott Bessent, des États-Unis, Valdis Dombrovskis, de la Commission européenne, le ministre ukrainien des Finances Sergei Marchenko et les gouverneurs des banques centrales de 7, des plus grandes économies du monde, avaient en tête, lorsqu'ils se sont regardés autour de cette table à Paris. Le véritable récit se trouve maintenant dans les personnes qui étaient présentes dans cette salle et dans ce dont chacune avait réellement besoin. Scott Bessent n'est pas Donald Trump. C'est un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs qui a bâti sa carrière en lisant les conditions macroéconomiques avec précision et patience. Il est la voix modératrice dans une administration qui n'a pas toujours valorisé la modération. Il est arrivé à Paris avec 2 mandats contradictoires en même temps. Le premier était de représenter une administration dont la politique tarifaire a creusé un fossé entre Washington et toutes les autres personnes présentes à cette table. Le second était de bâtir assez de consensus pour empêcher le G7 de se fracturer complètement, parce qu'un G7 fracturé est un cadeau pour la Chine, un cadeau pour la Russie, et une catastrophe stratégique que même le calcul America First le plus agressif ne peut pas se permettre. Le travail de Bessent à Paris consistait à être le pont entre une administration qui a brûlé le pont et les alliés qui se tiennent encore de l'autre côté, en se demandant s'ils doivent en construire un nouveau sans les États-Unis. Rien ne dit mieux gestion d'alliance que d'arriver avec une boîte à outils après avoir passé 1 an à desserrer les boulons. Roland Lescure, de la France, est arrivé à Paris comme hôte de la présidence du G7, avec un programme précis construit autour de 2 piliers, la coordination macroéconomique dans une ère de dette élevée et de pression inflationniste, et le développement de financements innovants pour le développement mondial. Ce qu'il a obtenu à la place, c'est une séance d'urgence accaparée par les retombées d'une guerre que son pays n'a pas déclenchée, de tarifs douaniers que son pays n'a pas imposés, et d'une crise énergétique que son pays ne peut pas résoudre unilatéralement. Il a qualifié les discussions de franches et parfois difficiles, gestun diplomate, franches et parfois difficiles. C'est le langage qu'un diplomate utilise quand il veut dire que nous sommes en désaccord sur des choses profondément importantes et que nous essayons très fort de ne pas le dire en public. Valdis Dombrovskis, de la Commission européenne, est arrivé à Paris en représentant un bloc de 450 millions de personnes qui absorbe 2 chocs économiques simultanés des tarifs douaniers américains qui augmentent le coût des exportations européennes vers le plus grand marché de consommation au monde. Et un choc énergétique lié à la guerre en Iran qui frappe la fabrication, le transport et les coûts de chauffage en Europe d'une manière qui apparaît déjà dans les données économiques à travers le continent. L'Allemagne, moteur industriel de l'Europe, a signalé en avril 2026 une contraction de sa production manufacturière pour le 14e mois consécutif. Les propres projections de croissance de la France ont été réduites. L'Italie, qui portait déjà l'un des ratios dette-produit intérieur brut les plus élevés du monde développé, fait face à une situation budgétaire que la Banque centrale européenne observe avec une inquiétude croissante. Sergei Marchenko est venu de Kiev. Il portait le poids d'un pays qui mène une guerre terrestre depuis plus de 4 ans, qui a vu Trump quitter le sommet du G7 à Kananaskis en juin dernier sans rencontrer Zelensky, et qui voit maintenant la même administration prolonger une dérogation aux sanctions permettant des achats de pétrole russe transportés par mer, précisément le flux de revenus qui finance l'armée russe, tout en insistant simultanément sur un soutien indéfectible à l'Ukraine. Dans le langage du communiqué, Marchenko n'avait pas besoin de langage diplomatique à Paris, il avait besoin d'armes, d'argent et du type de pression occidentale unifiée sur la Russie qui devient de plus en plus difficile à maintenir depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche. L'écart entre les déclarations officielles et les résultats réels, voilà où se trouve la vraie nouvelle.
le communiqué du GJET publié le 19 met à engager les 7 membres à une coopération multilatérale pour répondre aux risques pesant sur l'économie mondiale. Il a décrit la situation comme impliquant des défis mondiaux multiples et complexes, exigeant des réponses coordonnées. Il a affirmé que le détroit d'Ormuz devait être rouvert en qualifiant d'impératif le rétablissement d'un transit libre et sûr afin d'alléger les tensions sur les chaînes d'approvisionnement en énergie, en nourriture et en engrais. Il a exprimé une condamnation unifiée de la Russie et un soutien indéfectible à l'Ukraine. Il a reconnu la nécessité de s'attaquer aux déséquilibres commerciaux mondiaux, soutenant précisément que les alliés européens avaient besoin de protections plus solides contre un flot d'importations chinoises bon marché, menaçant de nuire à leurs économies. Et il a engagé les gouvernements du GZET à approfondir leur coopération sur les minéraux critiques et les terres rares, en tentant de réduire collectivement leur dépendance aux chaînes d'approvisionnement chinoises qui dominent actuellement les matériaux nécessaires aux véhicules électriques, aux semi-conducteurs et à la transition énergétique propre. Voilà ce que disait le communiqué. Mais en diplomatie, ce qui est laissé de côté en dit plus long que ce qui est inclus. Le communiqué ne mentionnait pas les tarifs douaniers américains, pas une seule fois. 7 pays assis à Paris, dont 6 subissent actuellement des tarifs imposés par le 7e, ont accepté une déclaration commune qui ne reconnaît pas la décision de politique économique la plus perturbatrice qu'un membre du GZEP ait prise en 30 ans. Apparemment, la façon la plus simple de faire disparaître les tarifs douaniers n'est pas de les retirer, mais de retirer le mot du document. La raison pour laquelle le communiqué ne mentionne pas les tarifs douaniers est simple. S'il les avait mentionnés, Best ne l'aurait pas signé. Et un communiqué sans signature américaine n'est pas un communiqué du GZEP, c'est une lettre du G6. Alors 6 pays ont avalé l'omission. Ils ont signé une déclaration sur la coopération multilatérale et la stabilité économique mondiale qui laisse sans réponse la principale source d'instabilité économique multilatérale. Et ils l'ont fait parce que l'alternative, une rupture publique du G au moment de tensions économiques mondiales maximales, a été jugée pire que le silence. Tchekal-Koul signait le document imparfait. Maintenir le forum, garder les États-Unis dans la tente, même lorsque les États-Unis sont l'occupant le plus perturbateur de cette tente. Et le choix stratégique déterminant que les membres non américains du GZEP font depuis le retour de Trump au pouvoir, et il devient de plus en plus difficile à maintenir parce que la dérogation sur le pétrole russe l'a rendu explicite à Paris d'une manière que les réunions précédentes avaient réussi à garder sous la surface. L'administration Trump a prolongé de 30 jours une dérogation aux sanctions permettant des achats de pétrole russe transportés par mer, une contradiction directe avec la politique déclarée du GZEP visant une pression financière maximale sur la Russie. Roland Lescure, de la France, a déclaré publiquement devant les caméras qu'il revenait à Bessan de justifier la prolongation de cette dérogation. Lui-même n'allait pas le faire. Le commissaire économique européen Dombrovskis a déclaré que les pays du G7 ne sont pas toujours alignés à 100% sur tout et que c'est malheureusement l'un de ces sujets. Cette phrase compte. Le commissaire européen responsable de la politique commerciale disait au Monde que la position du GZEP sur les sanctions contre la Russie, la position qui a été la décision collective la plus importante de l'Alliance depuis le début de la guerre en Ukraine, n'est plus quelque chose sur lequel les 7 membres sont d'accord. Ce n'est pas une note de bas de page, c'est une fracture. La réponse de Bessan à cette fracture a été de rediriger la conversation vers la Chine. Il a dit aux alliés européens qu'ils devaient mieux appliquer les sanctions financières contre l'Iran. Il a dit aux alliés asiatiques qu'ils devaient s'attaquer à la flotte fantôme iranienne pour empêcher le transfert de pétrole vers des pétroliers non sanctionnés. Il a poussé à une coordination du G7 sur la tarification des minéraux critiques et les réserves d'inventaire, en concevant précisément des mécanismes pour empêcher la Chine de casser les prix des efforts d'approvisionnement alternatifs. Il tentait, dans le langage de la politique de sommet, de bâtir une coalition autour d'une menace commune, la domination économique chinoise
comme moyen de masquer les divisions sur les menaces plus proches. C'est une technique qui a une longue histoire dans la diplomatie internationale. Bâtir le consensus sur ce avec quoi tout le monde est d'accord. Laisser les désaccords pour une autre salle. La question est de savoir si cette technique fonctionne encore lorsque les désaccords sont aussi vastes et aussi lourds de conséquences. Le style de communication pro-Trump adore les pivots quand les chiffres deviennent gênants. On change la diapositive et on appelle ça une stratégie. Suivons maintenant l'argent, parce que c'est ici que Paris cesse d'être une histoire diplomatique et commence à devenir une histoire sur ce que les gens paient à la station-service. À l'épicerie et au compteur d'électricité, le GSET a convenu à Paris que le détroit d'Ormuz devait être rouvert. Ils ont convenu que c'était impératif. Ils ont convenu que c'était urgent. Ce sur quoi ils ne se sont pas entendus, c'est comment Besant a dit que les alliés européens devaient mieux appliquer les sanctions contre l'Iran. Les alliés européens ont noté que les États-Unis eux-mêmes venaient de prolonger une dérogation permettant des achats de pétrole russe, ce qui signifie que la même administration qui exige un durcissement de l'application des sanctions contre l'Iran assouplit simultanément l'architecture des sanctions contre la Russie. Cette incohérence n'échappe pas au ministre européen des Finances, et cela signifie que la capacité du GSET à utiliser une pression financière coordonnée comme outil pour rouvrir le détroit, qui est la seule voie non militaire pour ramener les prix du pétrole sous les $100 le baril, est limitée par les contradictions internes de l'Alliance, même qui devrait la coordonner. Le Brent se négocie au-dessus de $108 le baril aujourd'hui. Le West Texas Intermediate est au-dessus de $103. Chaque dollar au-dessus de $80, le baril représente une taxe sur chaque économie du monde qui importe du pétrole. L'Allemagne la paie, le Japon la paie, l'Inde la paie. Les consommateurs américains la paient chaque fois qu'ils remplissent un réservoir d'essence ou achètent un produit qui a été transporté par camion, par avion ou par porte-conteneurs. La Réserve fédérale de Dallas a calculé qu'un pétrole maintenu à ces niveaux réduira la croissance réelle du produit intérieur brut mondial de 9 points de pourcentage en rythme annualisé. Le propre scénario sévère du Fonds monétaire international, si le détroit reste effectivement fermé jusqu'en 2027, prévoit une croissance mondiale tombant à 2% et une inflation dépassant 6% simultanément, c'est de la stagflation. C'est la condition économique qui a détruit la présidence Carter, brisé l'élan des économies européennes dans les années 1970 et laissé une génération de travailleurs avec un pouvoir d'achat en baisse et des coûts en hausse qu'il a fallu une décennie à corriger. Le GSET s'est réuni à Paris pour empêcher ce scénario. Il a publié un communiqué qui dit les bonnes choses dans le bon langage diplomatique. Ce qu'il n'a pas produit, c'est un mécanisme concret, une action financière ou diplomatique coordonnée avec des échéanciers précis et des moyens d'application réels, capables de faire réellement avancer la réouverture du détroit. Ils étaient, comme Reuters l'a rapporté directement, légers sur les mesures concrètes. Cette expression « léger sur les mesures concrètes » et la manière polie de la presse financière de dire que les 7 démocraties les plus riches du monde viennent de passer 2 jours à Paris à convenir que le problème est urgent sans s'entendre sur quoi que ce soit d'assez précis pour réellement le résoudre. Dans le langage des sommets à l'ère Trump, léger sur les mesures concrètes signifie souvent que les caméras ont reçu plus de structure que la politique elle-même. Voici la vérité plus profonde que les déclarations officielles ne sont pas conçues pour transmettre. Le GSET fonctionne en ce moment comme un forum de gestion de crise pour une crise que l'un de ses propres membres a contribué à créer. La guerre tarifaire qui a fracturé les relations commerciales du GSET, la guerre en Iran dont les retombées économiques ont amené tout le monde à Paris au départ, la dérogation sur le pétrole russe qui a miné l'architecture des sanctions que l'Alliance avait bâties ensemble, tout cela trouve son origine dans des décisions prises à Washington. Et les 6 autres membres du GSET sont maintenant dans la position de s'asseoir dans des salles avec l'architecte de la perturbation, en essayant de coordonner des réponses à cette perturbation, tout en évitant soigneusement tout langage qui nomme sa source, parce que la nommer pousserait l'architecte à quitter la pièce. C'est de la gestion de crise avec une main sur l'extincteur et l'autre qui protège la personne tenant les allumettes
Voilà ce que le G7 est devenu à son 50e anniversaire. Non pas un forum destiné à bâtir une vision partagée de la gouvernance économique mondiale, mais un forum destiné à gérer les conséquences de l'écart entre cette vision et les choix de son membre le plus puissant. Carnell a dit à Kananaskis en juin dernier, le GSEP entrait dans une nouvelle ère de coopération. Ce que la réunion de Paris a révélé, c'est que la coopération dans cette ère ne ressemble pas à la coopération de toutes les ères précédentes. Elle ressemble à 6 pays qui acceptent de ne pas nommer le problème dans le communiqué. Elle ressemble à une prolongation de dérogation dont tout le monde autour de la table sait qu'elle mine la politique que tout le monde autour de la table soutient publiquement. Elle ressemble à des discussions franches et parfois difficiles qui produisent un document léger sur les mesures concrètes. Ce n'est pas un échec, c'est quelque chose de plus subtil et de plus lourd de conséquences qu'un échec. C'est un déclin géré, l'érosion lente de la capacité institutionnelle d'action collective, qui a été la réalisation déterminante du GET depuis Rambouillet en 1975. Regardons maintenant ce qui vient ensuite, parce que la réunion de Paris n'était pas la fin de l'histoire. C'était la mise en place du moment qui déterminera réellement si le GSEP tient ensemble ou s'il commence le processus formel de devenir autre chose. Le sommet des dirigeants du GSEP est prévu du 15 au 17 juin à Évian. En France, c'est dans moins de 4 semaines. Chaque question non résolue de Paris, les tarifs douaniers qui n'ont pas été mentionnés, la dérogation sur le pétrole russe qui a divisé la salle, le plan de réouverture du détroit d'Ormuz qui a produit un accord sur l'urgence mais pas sur le mécanisme, l'engagement en matière d'armes pour l'Ukraine que Trump n'a pas pris arrivera à Évian exactement dans le même état qu'en quittant Paris, sauf que la pression sera plus forte, les enjeux seront plus clairs. Et les dirigeants présents n'auront pas le coussin technique dont disposent les ministres des Finances. Lorsque des présidents et des premiers ministres s'assoient dans une salle et n'arrivent pas à s'entendre, le monde le remarque d'une manière différente que lorsque des ministres des Finances publient des communiqués soigneusement rédigés. Trump said à Évian. La question que chaque dirigeant européen, chaque dirigeant asiatique, chaque dirigeant de chaque pays qui dépend de l'architecture commerciale et sécuritaire mondiale, que le GET a été bâti pour soutenir, se pose maintenant est la même question qu'il se posait avant Kananaskis et avant Paris. Qu'est-ce que cela signifie d'avoir les États-Unis à la table lorsque les États-Unis sont simultanément le membre le plus indispensable de cette table et sa force la plus perturbatrice? Que fait-on quand le pays qui a construit la maison continue d'en briser les fenêtres, puis demande à tout le monde de l'aider à payer le verre? Voilà la facture à la façon Trump, briser la fenêtre. Rebaptiser cela comme du levier, puis demander à l'Alliance de partager la note des réparations. Le meilleur scénario à partir d'ici serait qu'Évian produise ce que Paris n'a pas pu produire, que le sommet des dirigeants génère la volonté politique nécessaire pour un cadre concret de réouverture du détroit d'Ormuz, que Trump utilise la scène d'Évian pour annoncer une pause ou une réduction des tarifs douaniers imposés aux alliés du GET comme geste de solidarité d'alliance, que son équipe pourra présenter comme une victoire de négociation, que le cessez-le-feu en Iran, que Trump lui-même a décrit comme étant sous respirateur artificiel, se stabilise suffisamment pour permettre au prix du pétrole d'amorcer leur descente depuis les 3 chiffres, et que le GSEP, meurtri et fracturé, mais encore fonctionnel, entre dans la seconde moitié de 2026 avec assez de cohérence institutionnelle pour se coordonner sur le défi des minéraux critiques face à la Chine, que Bessan a correctement identifié à Paris comme la compétition stratégique de long terme déterminante de la décennie. Le pire scénario est plus turbulent et plus probable que ce que quiconque à la réunion de Paris voulait admettre. Le détroit reste partiellement fermé jusqu'à Évian. Le pétrole demeure au-dessus de $100. Évian produit un autre communiqué léger sur les mesures concrètes. La dérogation sur le pétrole russe est prolongée encore, puis encore, jusqu'à cesser d'être une dérogation et à devenir une politique de facto que l'Alliance a acceptée sans jamais y consentir officiellement. Les tarifs douaniers demeurent. La fracture entre les États-Unis et le G6 s'approfondit et la France
qui a investi toute sa présidence du G7 dans l'ambition d'orienter les démocraties les plus riches du monde vers une architecture économique mondiale plus stable et plus équitable, termine son année avec un sommet des dirigeants qui confirme ce que la réunion des ministres des Finances à Paris suggérait déjà à 50 ans. Le G7 est une institution dont la capacité d'action collective décline plus vite que les problèmes qu'elle a été créée pour résoudre. Les gens vivent déjà dans les conséquences de ce qui s'est passé à Paris cette semaine. Le prix du pétrole au-dessus de $100 n'est pas un chiffre sur un écran de négociation, c'est le prix payé à la pompe, le supplément sur un billet d'avion, la raison pour laquelle une facture d'épicerie est plus élevée qu'il y a 6 mois. L'absence d'un mécanisme concret de réouverture du détroit n'est pas une abstraction diplomatique. C'est la raison pour laquelle le pétrole reste élevé, pour laquelle le choc énergétique se poursuit, pour laquelle le ralentissement de la croissance s'aggrave. La dérogation sur le pétrole russe n'est pas un détail technique de sanctions, c'est le revenu qui finance l'armée qui tire des missiles sur les villes ukrainiennes, pendant que Sergueï Marchenko est assis à Paris à demander une aide qui continue d'arriver en quantité inférieure à ce qui est nécessaire. Le G7 n'est pas seulement une réunion, c'est l'expression organisationnelle d'un ensemble de valeurs. Les marchés ouverts, la gouvernance démocratique, la sécurité collective, la primauté du droit dans les affaires internationales, que les démocraties les plus riches du monde ont bâti pendant 50 ans grâce à une coordination constante, parfois douloureuse, toujours imparfaite. Quand cette coordination fonctionne, elle produit l'architecture de sanctions qui a isolé la Russie, la réponse financière qui a contenu la crise de 2008. Les cadres de distribution de vaccins qui ont mis fin à la pandémie, quand elle ne fonctionne pas, quand elle produit des communiqués légers sur les mesures concrètes, des dérogations qui minent la politique qu'elles sont censées faire respecter, et des discussions franches et parfois difficiles qui se terminent sans plan, le monde ne bénéficie pas de cet investissement institutionnel de 50 ans. Il reçoit une incertitude gérée, et une incertitude gérée assez longtemps cesse d'être gérée.